De retour en direct des Sables d'Olonne sur TV Vendée avec cette vue du prieuré Saint-Nicolas et du chenal qui s'est désormais vidé de tous les spectateurs qui étaient là tout à l'heure pour voir les bateaux sortir. Le défilé dans le chenal est terminé. Les bateaux ont pris la direction de Port-Bourgenais, j'allais dire plutôt du large de Port-Bourgenais pour ce départ où se trouve la zone d'où ils partiront tout à l'heure à 13h02. Morgan Lagravière est avec nous, champion de France de course au large en solitaire, pour nous accompagner dans ses commentaires. On va rester donc maintenant 1 heure ensemble avant de retrouver les images en mer d'ici 1 heure. On va vous montrer quelques images des émissions que nous avons tournées ici pendant 3 semaines et des témoignages de certains de nos invités. Et c'est évidemment un des sujets aujourd'hui, c'est pour les skippers, quitter les proches, la famille. C'est compliqué pour les skippers, c'est aussi compliqué pour les familles qui restent à terre. Je vous propose d'écouter le témoignage de l'épouse de Jérémy Bayou, Anna Bayou, et le témoignage également de Louis Burton. Écoutez-le. J'appréhende pas la course, je j'ai pas l'intention de la subir, mais c'est vrai que il y a 4 ans, j'avais un petit peu plus d'insouciance, un peu plus de naïveté autour de cette course. Ouais. Bon, Jérémy a eu des problèmes techniques, il a abandonné au bout de 15 jours, donc c'est terrible, même s'il n'y a pas de perte humaine, heureusement, mais les dégâts techniques et les abandons, psychologiquement, c'est très dur à vivre, et pour le skipper, et pour le sponsor, et pour la famille. Pour la famille donc, aussi. Ouais. Donc on met du temps à se reconstruire, à retrouver un sponsor. Donc là, on a envie que ça fonctionne et donc on est un peu angoissé quand même. Nous, à partir de samedi, il va y avoir autre chose qui va commencer, une vie pendant 3 mois qui va être différente. Et effectivement, il faut se conditionner aussi, nous. Mais je pense qu'effectivement, si on n'est pas les premiers supporters de nos conjoints, ça peut pas le faire. Est-ce que c'est une sorte de tristesse qui s'installe dans les premières heures, les premiers jours, à partir du moment où Jérémy s'en va, quand il va quitter le ponton avec les enfants, dans les premiers jours quand on vient à la maison? Oui, ouais. Je pense que ça va être un gros cafard. Ouais, mais je suis bien entourée. J'ai tous mes amis de Lorient qui sont là samedi et qui me ramènent en voiture et qui ont prévu pour moi un bon dîner samedi soir pour mes enfants. Donc je vais être chouchoutée. Ouais. Ils sont plus grands les enfants qui a 4 ans, donc ils prennent conscience forcément de ce que va faire Jérémy. Ça demande de votre part beaucoup de paroles, d'explications. Oui. Alors oui, il y a 4 ans, ils étaient plus petits. Enfin, en tout cas, moi, j'avais un tout petit bébé, donc qui comprenait pas trop, et finalement, c'était plus facile. Aujourd'hui, il y a la séparation à expliquer, et puis ensuite rendre les choses un peu ludiques avec des calendriers, des croix. Ouais. Pas trop de téléphone. Je crois que vous aimez pas trop communiquer au téléphone avec lui, et lui non plus d'ailleurs. Il aime pas trop ça. Enfin, les enfants en tout cas. Oui, je sais pas comment c'est pour les autres, pour Louis effectivement l'iridium transforme beaucoup la voix, même s'ils ont fait beaucoup de progrès, et du coup on palpe pas les émotions, c'est pas très facile. Ouais. En plus, si Jérémy appelle et qu'on répond pas, lui il est dans une autre dimension, donc il comprend pas forcément pourquoi on décroche pas. Nous, avec le décalage horaire, on sait pas quelle heure il est, j'ai peur de le réveiller, donc en fait on s'écrit beaucoup de mots par mail. Ouais. Comment ça se passe avec vos familles respectives? Vous êtes un jeune papa, Louis. Comment vous allez communiquer? Oui, en fait, ce que dit Anna est très vrai. Chez nous aussi, parce que il y a tout l'aspect un peu troublant d'avoir quelqu'un, d'appeler en effet, et puis de se dire mais pourquoi elle répond pas, elle est où, machin. Bon, ça peut, on va passer les détails, mais ça peut provoquer pas mal de choses. De l'autre côté, quand ça vient de la terre, ça peut provoquer des inquiétudes. Donc on évite. Et le troisième point, c'est que ce sont des appareils de sécurité avant toute chose. Donc il ne faut pas qu'ils soient occupés par une conversation privée. Voilà, témoignage de Louis Burton et Anna Bayou. C'est compliqué, c'est vrai pour les proches. On pense évidemment aux skippers pour qui c'est difficile, mais pour ceux qui restent, ça reste aussi compliqué. Je pense que c'est déjà c'est toutes ces émotions humaines et cette stabilité humaine, justement, c'est un petit peu l'environnement et le cocon familial du skipper qui aussi favorise son bien-être quelque part. Et je pense qu'avant, en tout cas historiquement, les marins allaient sur l'eau pour justement fuir un petit peu ce milieu-là, enfin le milieu terrien quelque part. Et aujourd'hui, pour pouvoir y aller, il faut être bien, je pense, pour dans sa peau, dans sa famille. Il faut que ce soit accepté, quoi. Exactement. Ouais. Et je crois que les mentalités ont un petit peu évolué par rapport à ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui est une vraie force à terre dans les périodes de récupération où ça permet encore une fois, de faire abstraction un petit peu de tout cet environnement, sachant que c'est des projets qui sont très prenants
et il faut pouvoir couper à des moments, penser à autre chose, s'occuper de sa petite famille, et je pense que ça fait vraiment partie de l'équilibre du marin. Et ça fait partie de la préparation, parce que je crois que Jean-Pierre Dick nous avait dit qu'il avait préparé ça aussi cette année, il avait préparé ses enfants à ce départ. Ça fait partie aussi des choses pour que pour lui ce soit aussi plus simple pendant sa course. Vous comprenez un peu ce que disait aussi Anna Bayou par rapport à l'Iridium, ce téléphone qui finalement travestit finalement un peu les émotions. Effectivement, alors nous en Figaro, parce que c'est pour l'instant le seul milieu que je connais, c'est quelque chose qu'on a utilisé un petit peu et qu'on utilise sur la solitaire du Figaro notamment. Moi, je suis plutôt du profil de Jérémy à vraiment pas avoir envie de perdre de temps avec tout ce type de matériel. On a suffisamment de choses à gérer à côté. Tout ce temps qui est pas utilisé pour optimiser le bateau, moi ça me plaît pas. Donc du coup, j'évite de passer du temps là-dessus, sachant qu'une fois sur deux ça fonctionne pas. Ouais. Donc c'est un petit peu agaçant et on évite de passer trop de temps là-dessus, quoi. Allez, on va maintenant visiter un des 20 bateaux qui est engagé dans ce Vendée Globe, qui est évidemment un des bateaux favoris de la course, sous les couleurs d'un sponsor vendéen. On a eu tout à l'heure le président de la société, c'est le PRB, un bateau pour le solitaire avec un cockpit très protégé, un confort, on va le voir, réduit au strict minimum pour Vincent Rioux. Effectivement, donc pour parler du PRB, je le disais tout à l'heure, c'est un bateau très léger, qui est le bateau le plus léger de la flotte. Et quand on questionne Vincent par rapport au choix qu'il a fait, notamment à la résistance de son bateau, en lui disant mais Jérémy, est-ce que t'es pas allé un peu loin vis-à-vis du poids de ton bateau? Effectivement, il est très léger, il est très rapide, mais est-ce qu'il est au moins aussi fiable que l'autre, que le dernier PRB? Il va dire oui, clairement en termes de fiabilité, de résistance des matériaux, on est sur les mêmes résistances qu'avant, sauf que j'ai repensé mon bateau, j'ai réorganisé mon bateau pour gagner du poids. Donc il l'a fait notamment au niveau du cockpit, donc c'est l'habitacle extérieur qui lui protège un petit peu de l'environnement extérieur, le roof qu'on appelle sur un bateau. Et effectivement, il est un peu différent des autres, il est moins prononcé que les autres, il a un petit peu une architecte de pont un peu différente des autres, qui fait qu'il arrive à gagner du poids sur la totalité du bateau et qui fait aussi directement qu'il est un bateau performant. On va découvrir ce bateau, visite du PRB avec le maître, Vincent Rioux. On est parti. Le PRB, c'est un bateau qui est, vue de l'extérieur, est assez similaire à mon bateau d'il y a 4 ans. Et voilà, la seule différence qu'il peut y avoir de visible, c'est que le roof, la cabine du bateau est beaucoup plus petite. C'est donc un endroit abrité. Là, il est mouillé parce qu'il a été nettoyé ce matin, mais le poste de veille du bateau se trouve ici, là, tranquille, assis, en pouvant regarder devant et en pouvant régler les voiles, avec tous les cordages qui arrivent de l'avant du bateau. Pour les manœuvres un peu plus importantes, on s'équipe, on met le ciré, on sort à l'extérieur et donc on peut s'aider de la colonne de moulin à café et puis de ces deux winches-là, voilà. L'électronique de bord qui nous permet de connaître l'environnement. Donc là-dessus, on lit la force du vent, la direction du vent, la vitesse du bateau. Et puis ici, sur les côtés, on a les commandes de pilote automatique ainsi que les commandes pour basculer la quille. Parce que notre beau bateau est un bateau à quille orientable. Donc après avoir visité le cockpit, on va visiter la plage avant. Alors la plage avant, c'est l'endroit où on va quand on a besoin de changer de voile. Pour monter les voiles, ici on a un winch sur le mât, comme ceux qui se trouvent à l'arrière, qui servent à monter les voiles qui sont à l'avant. Et les voiles, on va les prendre dans la soute à voile ici, qui se trouve là. Donc on a un capot qui donne sur le pont. Et après on l'installe soit sur le pont, soit sur le bout dehors, quand ce sont les très grandes voiles de portant. Pas de problème. Alors l'intérieur du bateau, il est vraiment sommaire aujourd'hui. Tout est fait pour la performance, pas grand-chose pour le confort. Donc à l'intérieur du bateau, il y a en premier lieu la table à cartes. C'est l'endroit où on travaille, l'endroit où on fait la navigation, l'endroit où on analyse les fichiers météo qui nous permettent d'établir après une stratégie. Il y a l'endroit où on dort, là-bas, donc les couchettes. Là, l'endroit où on fait à manger, donc la cuisine équipée de PRB. Sinon, le bateau, il est entièrement vide. Il y a juste donc le matériel embarqué. Alors, le matériel embarqué, ce sont des voiles, des sacs qui contiennent le matériel de sécurité, la nourriture et l'outillage et le matériel de rechange. Des sacs comme ceci. Donc, ces sacs, on les envoie d'un bord à l'autre du bateau à chaque fois que on fait une manœuvre, qu'on vire de bord. Et que ce soit les voiles ou tous les sacs avec l'équipement du bateau, on les déplace donc de part et d'autre du bateau
à chaque fois qu'on manœuvre, mais aussi à chaque fois qu'on change d'allure. C'est-à-dire qu'on les envoie de droite à gauche, mais on les envoie aussi d'avant en arrière. Et ça représente à peu près 600 kilos à bord du bateau à déplacer à chaque fois qu'on fait une manœuvre ou à chaque fois que la direction du vent évolue. Voilà la visite du magnifique bateau de Vincent Rioux, spécialement conçu pour ce Vendée Globe, avec son sponsor donc présent depuis plus de 20 ans et qui a remporté déjà 2 éditions. Alors dans ces bateaux qui sont extrêmement légers, on n'imagine pas le bruit qu'il y a à l'intérieur. Vous allez entendre dans un instant le médecin de la course Jean-Yves Chauve qui va nous raconter ça. Racontez-nous un peu pourquoi ça fait du bruit d'abord. Donc déjà pour expliquer un petit peu aux gens qui connaissent pas les matériaux, que c'est donc du carbone. En fait, les bateaux sont essentiellement composés de carbone, donc c'est indirectement des bateaux qui coûtent du coup très cher. Mais donc qui dit carbone dit vraiment de la rigidité, qui fait aussi la performance des bateaux, mais qui dit aussi bruit quelque part. Donc le carbone qui est très rigide, quand la mer va venir s'exploser finalement dans les coques des bateaux, dans les étraves des bateaux, ça va créer du bruit qui peut devenir assez insupportable à l'intérieur. C'est vrai que de l'extérieur on s'en rend pas forcément compte, mais de l'intérieur du bateau ça fait un petit peu question de basse quelque part, et le bruit est multiplié et ça devient vraiment insupportable. Sachant que plus les bateaux évoluent, et plus les bateaux ont tendance à avoir ce qu'on appelle du volume, donc du volume à l'avant. Les carènes sont de plus en plus larges à l'avant, et donc les bateaux ont tendance à taper de plus en plus. Donc les bateaux comme Massif, comme Banque Populaire, qui sont vraiment les tout derniers bateaux, les bateaux qui sont très volumineux à l'avant, pour pouvoir optimiser encore une fois les performances des machines, mais qui sont encore plus violents dans la mer, et notamment dans les conditions comme on va pouvoir le voir à la sortie, où les bateaux tapent énormément, où il y a régulièrement des explosions de vagues sur les étraves du bateau, et tout ça crée encore plus de bruit. On va aller en mer tout de suite, on va retrouver François Guiffan, le boat captain de Maître Coq. François, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Racontez-nous un peu où vous êtes en ce moment en mer. On est au large donc des salles, là, dans la zone de sécurité, à côté de Team Plastique, juste actuellement, là, qui est en tribord à mur. On est sous voile, avec Harry, et voilà, là, on va revirer pour retourner vers la zone de départ, en patientant. Alors vous avez un peu de temps avant d'arriver jusqu'à la zone de départ. C'est assez confortable pour vous pour naviguer sur l'eau, ou c'est quand même un peu chaud? La mer s'est un petit peu calmée, là, maintenant. Donc voilà, là, j'ai mis à la table à carte en train de regarder des fichiers. Et là, ça devient un peu plus confortable que tout à l'heure. Tout à l'heure, à la sortie du chenal, il y avait quelques talus. Là, c'était au moteur, ça levait un peu. C'était marrant. Et les bateaux autour respectent bien les consignes de sécurité? Vous avez de la place pour évoluer? Oui, complètement. Ouais. C'est très bien respecté. Aucun souci sur l'eau. Ouais. Donc là, pendant 1h15, c'est vous qui barrez le bateau. C'est pas un peu long, ces moments qu'on attend finalement le coup de pistolet? Oui et non, parce qu'on parle pas mal de ce qui va se passer dans la journée à Chine pour Jérém. Et puis c'est les derniers moments, donc on est détendu là, c'est bien à bord, ça rigole, c'est sympa. Qu'est-ce qui est prévu pour vous, François? Vous allez quitter le bateau tout à l'heure à 12h58, bien avant ce 12h58, ou bien en combinaison de survie, ou bien directement sur un Zodiac? Non, là c'est praticable, donc on ne met pas les combinaisons de survie, on descendra directement sur le Zodiac. Directement sur le Zodiac. Et vous avez prévu de partir longtemps avant le dernier délai? Non, on va dire à 50, je pense, juste avant les 8 minutes, quoi. On va essayer de pas rester pour les 8 minutes, voilà. Et donc vous le disiez, Jérémy est en train de regarder les fichiers météo, hein, c'est ça, pour les prochaines heures? Il est à la carte à l'intérieur, il regarde sa route, etc. Il ressort de temps en temps, il prend la barre, il regarde les conditions, un peu. Est-ce que vous avez vu les fichiers, François? Qu'est-ce qu'ils annoncent pour le départ, là, dans 1h15 en termes de temps? Là, ils vont partir au près, là, typhon sera passé. Donc, ça sera dégagé pour le départ, voilà. On l'espère en tout cas. Merci François, la liaison devient compliquée. Merci en tout cas de nous avoir répondu. Merci. Et bon départ à vous, merci. Ouais, merci. Merci à vous. On va faire une précision sémantique. Donc au près, ça veut dire quoi quand on parle au près? Donc déjà juste pour rebondir, on se rend compte ne serait-ce que à distance que c'est bruyant les bateaux, on a même du mal à s'entendre parler. Donc je pense que ça illustre très bien le thème sur lequel on est en train de parler actuellement. Au près, donc ça veut dire quand les bateaux donc tirent des bords. Donc le bateau par définition le voilier ne peut pas remonter face au vent. Donc la technique qu'il faut employer finalement, c'est de tirer des bords, donc remonter à l'angle maximum pour pouvoir accéder à ce face au vent quelque part. Et donc le moyen, c'est de tirer des bords. Donc en général, les bateaux par rapport à l'axe du vent remontent à 45-50 degrés du vent. Ouais. Voilà.
Alors qu'on entend les hélicoptères qui tournent au-dessus du village, qui vont aller rejoindre tout à l'heure les bateaux au-dessus de la ligne de départ, on va écouter justement donc le docteur Jean-Yves Chauve sur ce sujet des bruits dans le bateau. Vous allez entendre également Bernard Stam, vous allez voir, c'est très impressionnant. Écoutez. Alors nous, on avait fait des mesures de bruit, on avait des niveaux de bruit à 120 décibels et on sait qu'il faut mettre un casque dans médecine du travail à 85 décibels. Voilà. Ah oui, c'est les marteaux-piqueurs 120 décibels quasiment. Ah oui, c'est le bruit d'un avion qui décolle, oui, à peu près. Ah ouais. Tout le temps, enfin pratiquement. Vous avez des casques à bord ? Il y a des moments où il y a des... Alors après, il y a différents types de bruits, mais il y a des chocs violents. Ouais. Je pense qu'ils peuvent l'expliquer. Et comme les bateaux sont vides, évidemment, ça fait quand même une caisse de résonance importante. Et c'est un élément, je pense, au niveau de la récupération qui est quand même compliqué parce que... Pour dormir. Et puis il y a des bruits qui sont pas intéressants. Je veux dire, il y a des bruits, je pense, qui apportent pas une information intéressante, qui sont noyés au milieu de bruits qui eux ont plus de signification, et voilà, c'est des bruits qui sont assez perturbants, je pense. Ouais. Comme tu disais, enfin moi j'ai un besoin de trier le bruit, quoi. Voilà. Ce que vous C'est disiez que moi j'ai essayé de surveiller le bateau, et que dans le bruit ambiant, il faut que je traque le petit bruit qui devrait pas être là. Voilà. Ouais. Donc c'est du coup si je mets un casque à me couper de ça, quoi, je vais me couper d'une potentielle alarme que je me mets tout seul, quoi. Voilà. En fait, je mets jamais de musique en bruit de fond, quoi. Jamais. Ouais. Ah oui. Ça vous perturbe, ça quoi. me pollue le bruit ambiant qui est le vent normal, la mer normale, et puis le bruit du bateau normal, quoi. Et que là-dedans, j'essaie de trouver des bruits qui sont anormaux, et que s'il y a de la musique en plus, quoi, moi ça me surcharge voilà, c'est... Impressionnant. 120 décibels, le bruit d'un avion qui décolle. On n'imagine pas ce que ça peut représenter pour eux. Tiens, alors il y a un exercice dont ils parlent souvent, que vous allez nous expliquer, puis ensuite on va le voir en image. C'est ce qu'on appelle le matossage. C'est-à-dire que lorsqu'on change de bord, on vire de bord, on bouge tout ce qu'il y a dans le bateau, en gros, c'est ça ? Effectivement, en fait, c'est un petit peu le même principe que ce qu'on expliquait tout à l'heure avec la quille pendulaire. Donc l'idée, c'est de mettre le plus de poids possible au vent du bateau. C'est-à-dire pour qu'il appuie bien sur l'eau et qu'il file droit. Voilà, de façon à avoir un bras de levier, finalement, un couple redresseur du bateau qui va lui permettre de le toiler encore plus que les autres et d'aller plus vite. Donc en fait, le principe du matossage, c'est de déplacer la totalité du matériel embarqué, donc que ce soit la nourriture, les vêtements, les voiles notamment, parce que les voiles elles sont au nombre de 10 sur le bateau, donc il y a la grand voile et 9 autres voiles d'avant, et chaque voile pèse en moyenne 50-60 kilos. Donc x 9, ça représente quand même un poids total en plus du matériel embarqué, de la nourriture, etc. C'est 900 kilos qui se bougent à chaque fois ? Voilà, c'est dans ces eaux-là en tout cas. Enfin, c'est Vincent disait tout à l'heure 600 kilos de matériel mobile, sans compter les voiles, donc ça représente quand même pas loin de la tonne. Sachant qu'à chaque fois qu'ils font une manœuvre, donc un virement de bord ou un empannage, sous ce matériel-là, faut le déplacer. Donc donc ça met quoi, 20 minutes, une demi-heure, il faut à chaque fois. Il y en a qui mettent des fois pour faire vraiment du matossage propre, c'est des fois une demi-journée, quoi. Pour demi-journée. Voilà, exactement. Donc ça demande faut vraiment d'anticiper un maximum les manœuvres. Quand c'est des manœuvres un petit peu courtes pour se replacer, éviter une côte, etc., ils font pas forcément le matossage, c'est-à-dire qu'ils vont simplement virer, changer d'amure avec les voiles, mais pas se consacrer au matossage qui demande beaucoup de temps et d'énergie. Parce que en plus du temps, c'est vraiment un effort physique important. C'est quasiment ce qu'il y a de plus physique sur le bateau. Donc après, pour essayer de détailler un petit peu tout ça, il y en a qui réfléchissent un peu plus que d'autres, en tout cas qui ont anticipé un peu plus que d'autres, qui vont réaliser le matossage par gravité, c'est-à-dire ils vont matosser le matériel au vent jusqu'à sous le vent du bateau, mais ils vont le faire avant de manœuvrer, c'est-à-dire avant que le bateau penche de l'autre côté. Et pour ça, ils ont donc des bails à matossage avec des palans fixés dessus. Ouais, ils vont ouvrir les palans, le matériel va tomber par gravité sous le vent du bateau. Exactement. Tac, il sera en position. Ils vont réarmer le palan sous le vent avec la baille à matossage sous le vent. Et ensuite, ils en font beaucoup de virements. Ils font ça souvent dans un tour du monde, vous pensez ? Ils font plutôt des empannages que des virements, parce que les bateaux, donc autour du monde, en tout cas dans ce sens-là, autour du globe, vont être principalement au portant, c'est-à-dire avec des vents portants globalement. Ouais. Donc c'est plus des empannages à cette allure-là qu'on fait que des virements de bord. Mais qui dit empannage dit aussi de toute façon matossage. Et le matossage, on l'expliquait tout à l'heure, c'est du matossage donc de haut vent sous le vent, mais c'est aussi d'avant en arrière. Ah oui, aussi. Donc quand le vent va monter, le matossage va être réalisé plutôt à l'arrière du bateau, de façon à vraiment lui procurer une assise un petit peu sur l'arrière et éviter que le bateau mette le nez dans l'eau, il a tendance à enfourner. Et quand le vent va mollir, le matossage va plutôt être avancé de façon à rééquilibrer un petit peu les lignes finalement du bateau,
exploiter toute la longueur du bateau et optimiser les performances. On va voir ça en images. Vous allez voir Arnaud Boissière, Quito de Pavant, Bernard Stam au matossage. Regardez. Voilà, c'est très illustrant. On a vu les systèmes d'Arnaud Boissière, effectivement, ça évite de tout bouger. C'est la nourriture, hein, je crois, qui bouge comme ça. Ouais, effectivement, ouais, c'est un système. Chacun a vraiment des systèmes un petit peu bien à lui. Voilà, on a des systèmes de bail, comme j'expliquais tout à l'heure. D'autres ont des caissons finalement pour ranger un petit peu de façon un peu plus cartésienne le matériel avant que ça devienne un petit peu le bordel quelque part. Et puis voilà. Après, on a comme je disais, on voit vraiment le déplacement du matériel du côté au vent à côté sous le vent ou inversement, et on voit aussi le matériel qui est déplacé de l'avant vers l'arrière du bateau. Ouais. On l'a vu tout à l'heure. Donc c'est quand le skipper va essayer de passer les voiles par les trappes qui sont en plus pour des raisons structurelles un petit peu surélevées du niveau du sol. Donc qui demande en plus d'un effort de traction de soulever le matériel, la voile ou le matériel en question. Ouais. Et donc c'est vraiment des efforts importants. On va aborder un autre thème maintenant, c'est évidemment celui de la peur. C'est la question qu'on pose souvent aux skippers, est-ce que vous avez peur ? On avait demandé à Dominique Vavre s'il pensait, pendant ce Vendée Globe, à l'accident possible. Écoutez sa réponse, toujours très éclairante. Il ne faut pas trop y penser, parce que quelque part, toute activité humaine, si on pense à l'accident qui peut l'arrêter, on ne la fait pas. Donc je ne pense pas que le grimpeur doit penser à dévisser, je ne pense pas que l'automobiliste doit penser à s'encadrer les platanes, et nous on ne doit pas forcément non plus penser rencontrer ce qu'on appelle d'ailleurs un peu bêtement une fortune de mer, c'est-à-dire une infortune en réalité. Exactement. Et il faudrait vraiment qu'on ne parte pas avec ça à l'esprit. Alors on l'a pendant notre préparation, on se dit qu'effectivement, et on y pense au niveau sécu, puisque vous le savez, on essaye de se ressortir d'un bateau à l'envers, d'une casse et autres, on a un peu prévu les choses, mais on ne part pas avec ça à l'esprit. On l'a pendant la préparation, parce qu'il faut essayer de penser à tout, voilà, on l'intègre, mais une fois parti, on n'y pense pas. Voilà, il faut l'intégrer, effectivement. Alors, il y a certains marins ont connu des forts moments de stress dans le Vendée Globe. C'est le cas d'Alain Gauthier, qui était notre invité hier, le vainqueur du 2e Vendée Globe, qui racontait un moment bien stressant dans son premier Vendée Globe, parce qu'il avait déjà fait la toute première édition en 89. Écoutez. Sur ce premier Vendée, j'ai le souvenir d'avoir eu 3 jours difficiles. J'avais été faire une manœuvre au bout de la baume, vous savez, qui tient la grand voile, là, parce qu'il y avait une pièce qui était en train de lâcher, donc il fallait que j'aille la réparer avant que ça lâche complètement, et j'étais au portant, là, la baume était en travers du bateau, comme ça, vers l'extérieur, puis le bateau il roulait, et puis la pièce a cassé quand j'étais sur la baume, donc la baume est descendue un petit peu, et je me suis retrouvé donc dans l'eau, un coup sur 2 quand le bateau roulait. Et donc là, je suis revenu à l'intérieur, et là, j'ai mis 3 jours à m'en remettre. C'est vrai que déjà l'eau était froide, parce que c'était dans le sud, donc j'étais trempé, et puis la peur rétrospective fait que je suis resté 3 jours à l'intérieur du bateau, et j'ai laissé mon bateau naviguer tout seul. C'est incroyable, hein. Pour qu'Alain Gauthier reste 3 jours dans son bateau, c'est une grosse frayeur. Effectivement, mais il y a la peur, je trouve, enfin moi en tout cas, dans ma vie personnelle, il y a la peur de casse matérielle, il y a la peur de se blesser, mais il y a aussi l'appréhension qu'ils peuvent ressentir dans les conditions un peu musclées. C'est-à-dire, des fois, le marin va être dans un état d'esprit plutôt favorable à faire marcher son bateau, donc il va toiler le bateau d'une certaine façon. Le bateau va aller vite, tout se passe bien. Il peut se passer des choses dans cette configuration, c'est-à-dire un grain, un orage, le vent va monter, quelque chose de pas forcément anticipé, ou la nuit va venir à tomber. Et en fait, avec cette configuration, le bateau va vite. Dès qu'il y a un élément extérieur qui vient quelque part en plus de ça peut provoquer quand même une sensation de non-maîtrise et puis et indirectement de la peur et sachant qu'une fois que le vent monte et que le bateau est toilé d'une certaine façon, ça peut être des fois difficile de réduire la voilure.
Alors on va écouter une autre expérience vécue par Alessandro Di Benedetto pendant son tour du monde, donc sur un bateau de 6,50 m, autrement dit une coque de noix au regard de la taille des océans. C'était donc entre le 26 octobre 2009 et le 22 juillet 2010, départ des Sabres, retour au Sable, donc sur un bateau qui est fait normalement pour faire une transatlantique. Il raconte son expérience dans les mers du Sud, geste à l'appui, et vous allez voir, ça fait froid dans le dos. Peur, oui, ça m'est arrivé. Heureusement, pas de panique. Je pense parce qu'il y avait une bonne préparation, une longue préparation pour éviter le panique. La peur, c'est quand vous avez peur de mourir. Et ça arrive. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Un océan Indien, un océan Pacifique, donc dans le grand océan austral. Mais là, on voit derrière des images. 2 jours après, des images comme ça. Il y avait plus de 50 nœuds dans les rafales. La mer était déchaînée. Et moi, j'étais seul. Il y avait pas de bateau nulle part. Donc, la seule chose qui peut arriver, ça serait un avion, peut-être, si vous arrivez à lancer de secours qui vous lance un radeau de survie. Et imaginez la nuit, au 3e jour, quand le bateau est près de s'encire, ça veut dire de se renverser. Il part à 20 nœuds de surf, un mini qui faisait 2 tonnes, qui n'était pas fait pour la course, et donc qui à chaque fois qui faillit s'encire, donc se renverser, se retourner vers l'avant, avec une vague qui fait 2 fois et plus sa longueur. Donc moi le bateau il fait 6,50 m, j'ai eu des vagues au-delà de 14 mètres. Donc ça c'est la nuit, vous voyez rien, et vous savez que si vous n'avez pas tout affalé et qu'il faut aller sortir, donc sortir aller sur le roof, aller à l'avant, affaler le dernier bout de toile qui reste, donc le dernier bout de tourmentin, le lier, le fixer, c'est peut-être votre dernière sortie. Donc quand vous sortez, vous avez peur. Et donc même si vous êtes attaché, vous voyez passer des vagues si rapides avec des puissances de tonnes que si vous centrent, ils vous éclatent et vous cassent le dos. Voilà, c'est ça. Ou le bateau peut partir, peut se coucher et vous pouvez recevoir le bateau sur vous. C'est vraiment des forces incroyables qui sont en jeu. C'est des tonnes. Et quand une vague se déplace à plusieurs nœuds de vitesse, c'est la folie comme pression que vous pouvez avoir sur vous, sur la coque et sur les voiles. Et c'est pour ça que j'ai dématé. C'est une vague accélérate, latérale, qui arrivait sur le bateau. Elle a investi tout ce qu'elle a trouvé devant elle. Elle a dématé le bateau. Elle a brisé en 3 petits bouts. Voilà, ça vous donne envie de faire le Vendée Globe, toujours Morgan. Ouais, encore plus. Tiens, on va vous proposer de revoir, si vous nous rejoignez à l'instant, quelques images de ce qui s'est passé ce matin sur les pontons du Vendée Globe. Voilà, c'était le départ tout à l'heure de Bernard Stamm aux alentours de 9h30. Je sais pas si on peut entendre ce que disait Bernard Stamm à ce moment-là. Là, j'ai déjà vu, mais c'est chaque fois... C'est bien. Bonjour Bernard. Merci. Bon Bernard, je suis parti. Voilà, il était 9h30 ce matin. Bernard Stamm qui saluait Titouan Lamazou, le vainqueur de la première édition. Bernard Stamm qui est parti comme prévu. Vous savez qu'hier, qui a été salué par Bruno Retailleau. On évoquait éventuellement un départ un peu plus tardif des pontons, puisque les skippers avaient demandé éventuellement à le reporter parce qu'il pouvait manquer éventuellement de tir en dos. Finalement, ça s'est passé dans les conditions prévues et ça a été au cordeau. Toutes les 4 minutes, un bateau est sorti. On a été parfaitement dans les temps tout le temps. Voilà, vous voyez quelques images de la sortie de Bernard Stamm ce matin dans le chenal avec Arnaud Boissière derrière lui, Louis Burton également, puisque c'est dans cet ordre-là que ça s'est fait, Mike Golding également sur Gamesa. Qui est l'un des quinquagénaires de ce Vendée Globe et qui est parti comme tous les autres concurrents, se retrouve maintenant au large de Port-Bourgenais, prêt à partir dans maintenant moins d'1 heure, puisqu'il est 12h04, dans 58 minutes maintenant, le départ donc de la 7e édition du Vendée Globe. Allez, on va marquer une pause. Tiens, on va plutôt retrouver Mike Golding avant de marquer la pause. Mike Golding, pour faire suite à la thématique qu'on évoquait à l'instant sur la peur et les dangers du Vendée Globe, la question qu'on posait à Bernard Stamm et Mike Golding sur le plateau du village du Vendée Globe, à savoir tout simplement, faut-il du courage pour faire le Vendée Globe? Leur réponse, écoutez. Moi, j'ai pas l'impression de faire quelque chose d'exceptionnel parce que je l'ai préparé, quoi. Voilà, ouais, c'est que.
En fait, la vision entre le public et la vôtre, elle est complètement décalée, quoi. Ah ben oui, c'est normal, hein, c'est normal. C'est comme à la limite, moi je me mets dans un sens différent, je me mets à côté spectateur, puis je regarde le départ d'un Grand Prix de Formule 1, je me dis si j'étais dans la voiture, qu'est-ce que je penserais sur la grille de départ, ben j'aurais peur, quoi. Là, j'aurais peur. Comment je vais faire pour passer le premier virage, quoi. Et ben c'est juste parce que j'y vais pas, quoi. Et que il y a forcément une question de courage parce que c'est des exercices où il faut se surpasser, quoi. Voilà. Mais j'ai pas l'impression vraiment de faire quelque chose d'exceptionnel. Ouais, c'est le résultat d'un travail, quoi. Mike, est-ce qu'il faut du courage? I think largely the same, but for me, the other point is the Vendée is the pinnacle of our arena of the sport, and that's a big motivation. You want to compete, you want to be at the very top of the game, and the Vendée Globe is the place you go to do that. Pour moi, la motivation est simple, c'est que le Vendée Globe est vraiment la compétition ultime dans notre sport de la voile, et la motivation vient d'elle-même parce qu'on a envie de gagner, on a envie de se surpasser pour cette course. Oui, là, je vais rajouter parce que c'était là, je disais tout à l'heure que j'ai pas l'impression de faire quelque chose d'exceptionnel, c'est parce que j'y vais, quoi. Je me rends bien compte qu'on fait quelque chose d'exceptionnel parce qu'on n'est que 20 à y aller. Voilà, effectivement, 20 à y aller. Et Alex Thompson rappelait l'autre jour, d'ailleurs, sur le plateau à juste titre, qu'il y a finalement beaucoup moins de gens qui ont fait le tour du monde à la voile que de gens qui ont gravi l'Everest ou qui sont allés sur la Lune. Effectivement, ouais, c'est le cas. J'aimerais rebondir là-dessus. C'est quelque chose sportivement qui est quelque part un petit peu inaccessible, mais aussi parce qu'il y a cette dimension financière aussi. Donc je le disais tout à l'heure, les marins pour pouvoir être au départ de cette course, ils ont dû se battre, mais pas que sur l'eau. C'est un combat qui est quotidien inter pour pouvoir solliciter des partenaires, avoir des subventions qui leur permettent de pouvoir se procurer ce type de machines qui sont très très chères. De procurer finalement aussi ces équipes autour qui vont réaliser l'entretien des bateaux, vraiment être là quasiment quotidiennement, et donc c'est un petit peu faire la part des choses entre et être bon sportivement et aussi être bon en termes de communication et de finalement ramener des partenaires, des sponsors pour pouvoir vivre ce rêve. Donc voilà, on a un petit peu ces deux schémas-là. On a aujourd'hui des très très bons sportifs qui n'ont pas forcément eu cette facette-là. Je pense à des gens comme Yann Eliès qui n'ont pas eu les contacts en tout cas propices pour pouvoir être là aujourd'hui. Et on en a d'autres qui sportivement ont un peu moins leur place ici et qui par contre l'autre facette ont beaucoup plus travaillé et ont réussi à avoir les partenaires et les moyens de pouvoir être sur place, quoi. Vous êtes en direct sur TV Vendée pour le départ du Vendée Globe. Ce sera dans un tout petit peu plus de 50 minutes maintenant, en direct bien sûr. On va marquer une très courte pause, 4 minutes environ, et juste après, vous pourrez entendre François Cluzet, que nous avons rencontré hier, qui est actuellement au tournage du film En solitaire. Vous entendrez sa vision de la course et la manière dont il a préparé son rôle de skipper professionnel. À tout de suite.